So today we have the pleasure of listening to Charles Collot from Sergi, who will talk about soliton resolution for the energy critical wave equation in 6 dimensions in the radial case. And I spoke in English, but I think Charles will speak in French. Je vais remercier tout d'abord les organisateurs pour cette invitation. En fait, c'est un honneur de parler ici. Je vais vous présenter un travail qui est en collaboration avec Thomas Dukertz, Carlos Koenig et Franck Merle, et qui concerne la résolution en soliton, en temps long ou près du temps d'explosion, pour les solutions de l'équation des ondes semi-linéaires radiales qui restent bornées dans l'espace d'énergie. Donc on va commencer par expliquer le titre. Donc qu'est-ce qu'on entend par soliton resolution, résolution en soliton? En fait, c'est une croyance un petit peu générale, c'est que quand on regarde des équations d'évolution, elles ont des solutions qui sont particulières et qu'on appelle autosimilaires. Et là, je vais entendre autosimilarité dans un sens très large. Parce qu'en fait, c'est une solution qui va être invariante par l'action d'une partie du groupe de symétrie, enfin donc un sous-groupe, un dé du groupe de symétrie. Donc ça, c'est un petit peu pénant pour dire ça, mais je pense qu'il faut plutôt prendre des exemples. Donc si on a des états stationnaires, c'est des solutions qui sont invariantes par translation en temps. Si on a des ondes progressives, c'est des solutions qui sont invariantes par un groupe qui va combiner des translations en temps et des translations en espace. Et en général, ce qu'on appelle des solutions autosimilaires, en particulier dans mon domaine, parce que moi à la base je viens de la formation de singularité, c'est des solutions qui vont par exemple se concentrer en gardant la même forme en un point en temps fini. Et donc ça, c'est des solutions qui vont être invariantes par un groupe de changement d'échelle. On pourrait imaginer qu'il y a aussi des solutions qui s'étendent comme ça. Et en fait, ces solutions, elles ont cette propriété un petit peu particulière que si jamais on renormalise correctement l'équation avec les symétries correspondant à cette équation, on arrive à observer quelque chose quelque part, on arrive à avoir en fait des structures qui sont cohérentes. Et en fait, il y a une croyance que pour beaucoup d'équations d'évolution, en temps long, les solutions devraient se comporter en fait comme ces solutions comme ça. Et évidemment, on pourrait imaginer qu'il y en a plusieurs à différents endroits de l'espace. Et donc en fait, une solution générale devrait se décomposer en la somme de ces solutions particulières qui ont de l'autosimilarité. Et ça, c'est quand on voit quelque chose. Et si jamais la solution ne reste pas cohérente à un endroit, en général, c'est-à-dire que les effets non linéaires vont être un petit peu plus petits. Et donc, on va avoir un reste que pour des équations de monde, on appelle radiation, qui va typiquement se comporter comme une solution linéaire. Donc c'est pour moi une croyance qui est très générale, et évidemment quand on la formule comme ça, je pense qu'on a tous des contre-exemples en tête de cas où ça ne va pas forcément se passer. Donc évidemment, ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que c'est une sorte de mécanisme de relaxation, et il faut mettre des hypothèses sur les équations et sur les données qui vont bien. Par exemple, si on regarde une équation d'évolution en temps long, qu'elle ne soit pas posée sur un domaine borné ou un domaine confinant, mais que justement l'information puisse vraiment se relaxer. Alors, cette conjecture, elle est apparue pour la première fois dans une expérience numérique par Fermi, Pascal et Ulam en 1955. Et ils avaient simulé une équation et ils s'attendaient à observer un comportement chaotique. Et en fait, en temps long, ils ont observé plutôt une décomposition en soliton. Et ensuite, elle émane vraiment de ces équations qu'on appelle intégrables, pour lesquelles, ce que je viens de dire, la résolution en soliton, ça peut se démontrer quelque part à l'aide d'un changement de variable. Parce que ces équations, elles ont des propriétés très fortes, et dans les bonnes variables, on peut voir cette décomposition en soliton. Donc là, j'ai mis des références, donc évidemment, l'équation très connue, c'est KdV, et je pense que c'est pour cette équation, à cause de cette équation, qu'on appelle ça la conjecture de résolution en soliton, parce que pour KdV, les solitons, ça va être des ondes progressives qui, quand ils interagissent, ne vont pas émettre de radiation. Il y a une collision qu'on appelle élastique. Pour d'autres équations, il faut un peu adapter ce qu'on entend par soliton. Donc là, pour mon équation d'onde que je vais regarder dans le cas stationnaire, c'est pour ça que je vous ai parlé de ces solutions autosimilaires dans un sens un petit peu plus large. Les solitons pour mon équation, c'est des états stationnaires.
Et là où pour KDV, l'invariance, c'est l'invariance liée aux ondes progressives, ici, moi, l'invariance qui m'a intéressé, ça va être une invariance d'échelle, mais les deux phénomènes sont très liés. Alors, une chose qui va être un petit peu différente pour mon équation, c'est que dans le cas non intégrable, ces solitons-là, quand ils interagissent, on pense qu'ils vont avoir une collision dite inélastique. En gros, ça doit produire quelque part une radiation. Si on est deux solitons en moins l'infini qu'on interagit, ensuite on ne doit pas être juste deux solitons en sortie. On va avoir ça aussi pour mon équation. Donc en fait, aujourd'hui, le résultat que je vais présenter, il va s'intéresser au cas des équations non intégrables, pour lesquelles obtenir un tel résultat, il y a très peu d'exemples en fait, et c'est essentiellement sur les équations d'ondes. Et donc, je vais vous démontrer, enfin vous expliquer comment les solutions de cette équation d'onde semi-linéaire vont se décomposer asymptotiquement en temps comme des états stationnaires à différents endroits de l'espace, mais vis-à-vis de l'invariance d'échelle, et d'un reste un petit peu plus petit, moins cohérent, qui va être la solution d'une équation linéaire. Et en fait, quelque chose qui vient un petit peu avec la preuve qu'on emploie, c'est la preuve que les collisions, elles sont inélastiques pour un tel modèle. Donc, c'est là où ça différencie vraiment cette équation d'une équation intégrale. Ok, donc ce que j'essayais de dire avec cette slide-là, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont une idée très précise de ce que c'est qu'un soliton, avec vraiment cette onde progressive pour des équations dispersives, et pourquoi mon équation, il ne va pas y avoir vraiment de solitons qui se déplacent, c'est des états stationnaires, mais c'est le même genre de résultat qu'on essaie de démontrer sur mon équation. Ok, alors, pour illustrer un tel comportement, un petit peu de simplification en temps long, je vais vous présenter, on va dire, le toy modèle, le baby modèle. C'est juste qu'est-ce qui se passe si jamais je regarde l'équation d'onde linéaire. Donc si jamais je prends d'Alembertien de U égale à 0, alors, évidemment il y a plein, tout le monde est très familier avec cette équation. Petit rappel, cette équation, elle a des propriétés qui sont intéressantes, c'est la vitesse finie de propagation, qui va être en fait une des propriétés clés qui explique pourquoi est-ce que c'est cette équation qui a été considérée plutôt qu'une autre pour essayer de démontrer des résolutions en solitons. Et l'autre propriété intéressante, c'est que en fait, il y a un espace d'énergie et il y a des normes sur la donnée qui sont conservées. Donc ici, si on démarre dans l'espace homogène H.1, croix L2 pour la dérivée en temps de la donnée initiale, ça c'est une quantité qui va être conservée. Donc il y a une énergie déjà qui vient avec le problème linéaire. Et les solutions de ce problème, elles vont se simplifier en temps long. Donc on va partir d'une donnée pour l'équation des ondes, qui, donc là je fais un petit dessin comme ça. Donc vu qu'elle est radiale, ici ça va être la variable radiale, ici ça va être le temps. Cette équation elle est réversible, donc je peux considérer les temps qui vont vers plus l'infini ou les temps qui vont vers moins l'infini. Et en temps long, donc soit t tend vers plus l'infini, soit t tend vers moins l'infini, il y a une simplification dans le sens où, alors là je l'ai mis pour un développement, pour un équivalent, pour ce que j'appellerais la répartition d'énergie, c'est qu'en fait, la solution va juste être dépendante à la fin, plus vraiment du temps et de l'espace, mais d'une variable réduite qui est la distance au cône d'onde. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ici, en temps long, donc le cône d'onde c'est un truc qui fait ça, j'ai ma distance au cône d'onde, que j'appelle, là c'est quand t tend vers plus l'infini, et ce que je suis en train d'écrire ici, c'est que par exemple, la dérivée en espace de ma solution, bah, elle va ressembler à 1 sur R à la puissance n moins 1 sur 2, une certaine fonction de la distance au cône d'onde. Donc, l'autosimilarité, c'est une forme de simplification des solutions. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc là, par exemple, l'idée, c'est que on va retrouver un petit peu le comportement 1D de l'équation des ondes. Alors, ça, c'était un résultat qui était connu depuis assez longtemps. Donc, le premier papier, c'est un de Friedlander en 62, et ça a été un petit peu remis au goût du jour par Wiechert, Koenig et Merz. Et du coup, ce que je voulais expliquer là-dessus, c'est que on a un comportement un petit peu de simplification en temps long, et en plus, ce comportement, il permet de localiser l'énergie. Oui. C'est une petite question. Est-ce que la connexion entre G plus et moi avec la solution ne donne pas?
De l'équation des ondes? Oui, en fait, pour démontrer ça, on peut utiliser la formule de représentation pour l'équation des ondes. Ouais. Est-ce que la condition U radiale est essentielle ici ou pas? Non, la condition U radiale est pas essentielle. En fait, il y a des travaux qui généralisent ça. Enfin, là, j'en cite quelques-uns ici. Mais comme je vais regarder, moi, mon équation qui m'intéresse dans le cas radial, pour simplifier la notation, c'est vrai que là, j'ai juste mis le cas radial. Et tant qu'on y est, ouais. G plus ou moins, c'est quoi? C'est une fonction de R-T, c'est tout? C'est une fonction qui est dans L2 de R. Alors, en fait, ça définit un isomorphisme. Pardon, une isométrie. C'est-à-dire que l'application qui va de H.1 croix L2 et qui associe G+, qui est dans L2, cette application-là, c'est une isométrie. Donc oui, on peut produire tous les G+ qu'on veut, et il y a une connexion unique avec les données initiales. Et ça dépend seulement des données initiales? Oui. Ok, bon, merci pour toutes ces questions. J'espère que ça éclaire un petit peu plus ce que je suis en train de présenter. Ok. Bon, c'est en fait. Oui, en 1D, c'est la décomposition de D'Alembert. Et donc, en fait, c'était une question qui allait m'introduire à ma slide d'après. Donc, effectivement, c'est une isométrie. Et donc, ça veut dire que cette fonction G+, G-, qu'on appelle le champ de radiation, il encode complètement le comportement asymptotique, enfin la répartition asymptotique de l'énergie pour l'équation. Et en particulier, je vous avais dit qu'il y avait une propriété quand même cruciale pour ce problème de l'équation d'onde, qui est la vitesse unie de propagation. Si jamais j'ai une certaine donnée initiale pour R plus grand qu'un grand R, elle va déterminer de manière unique ce qui va se passer pour petit r plus grand que grand R plus t. Donc non seulement c'est une isométrie, mais en plus la norme L2 de ma fonction G à distance du coup grand R de mon cône d'onde, elle est forcément contrôlée par l'énergie de la donnée initiale qui était au-delà de grand R en distance de l'origine. Ça c'est une première inégalité qui sort. Alors donc ça c'est pour l'équation linéaire. Et maintenant pour l'équation non linéaire, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir... bon, déjà, je vais revenir un petit peu sur des propriétés de cette équation. Donc, je vais regarder en dimension 6. Donc, en dimension 6, la non-linéarité, elle est simple, c'est U au carré. On peut aussi prendre comme non-linéarité module de U. Et donc, je vais regarder le problème, la relation de U égale à U au carré ou module de UU. C'est un cas particulier d'une équation générale qu'on appelle équation semi-linéaire des ondes, où on peut mettre une non-linéarité monomiale sous cette forme-là. Et la puissance qui apparaît ici, 4 sur n-2, c'est la puissance qui fait que ce problème est appelé énergie critique. Alors un problème énergie critique, c'est un problème qui va avoir deux propriétés. Il va avoir une loi de conservation, donc l'énergie, qui est écrite ici, qui est conservée pour les solutions. Donc ça, c'est une quantité qui est bien définie pour des données initiales dans l'espace d'énergie H.1 croix L2, et cette quantité, elle est conservée avec le temps. Ça, c'est une première propriété, c'est une loi de conservation. Maintenant, il y a une deuxième propriété, qui est que on peut changer la taille de la solution, changer l'échelle d'espace et changer l'échelle des temps conjointement par cette transformation ici. Donc, je mets juste tout à échelle lambda. Et en fait, on obtient une nouvelle solution. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'invariance d'échelle. Donc c'est ce groupe d'invariance qui va m'intéresser pour l'autosimilarité. Et la particularité des problèmes énergie critiques, c'est que la loi de conservation, elle est invariante par cette transformation ici. Alors, ce qu'on pourrait penser un petit peu avec les mains, c'est que si on prend une solution et qu'on avait pensé qu'elle pouvait se concentrer sur des échelles de plus en plus petite en gardant sa forme, si jamais l'énergie n'était pas invariante par cette transformation, ça serait un petit peu une contrainte qui empêcherait un tel comportement. Or ici, en fait, le fait qu'on ait une énergie qui est conservée, ça, a priori, ça ne contraint pas la concentration de l'énergie. Ok, donc ça c'est un peu les propriétés de cette équation. Et ah non, je suis désolé pour ce qui vient de se passer là. Et cette équation, elle a du coup des états stationnaires qui, comme je l'avais dit, ça va être... Oui.
Juste une petite question sur la slide précédente. Ouais. La dérivée en temps est aussi en énorme pour l'énergie. Pardon. C'est vrai. Ah oui, ça c'est une typo. Je suis désolé. Il manque un carré ici. Donc cette équation, elle a des solutions particulières qui sont des états stationnaires. En fait, dans le cas radial, ils sont explicites et ils vont être sous cette forme-là. Donc en gros, c'est des fonctions complètement lisses qui sont à décroissance polynomiale à l'infini. Et comme je vous l'ai dit, puisque j'ai une invariance d'échelle, si jamais j'ai un état stationnaire et que je change son échelle, bah, ça va rester un état stationnaire. Donc du coup, j'ai pas qu'un seul état stationnaire, en fait j'ai une famille d'états stationnaires qui est indexée par mon paramètre d'échelle. Et si jamais on était dans le cas non radial, voilà, il existerait des solutions complètement différentes, mais si on va se restreindre au cas radial, et c'est le seul état stationnaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est vraiment le problème énergie critique qui a été considéré? Il y a aussi des résultats de résolution en soliton pour les problèmes énergie supercritique, mais en fait, ce qui vraiment distingue les problèmes énergie critique des problèmes énergie supercritique pour ce type d'équation, c'est le comportement à l'infini des états stationnaires. Donc là, c'est une remarque un petit peu plus technique pour ceux qui sont des familiers du domaine. En fait, l'état stationnaire ici, il va décroître très vite. Donc quelque part, à l'infini, ils convergent vraiment vers zéro, et si on met deux états stationnaires loin, ils sont quasiment pas en train de se voir. Par contre, dans les problèmes supercritiques, cette décroissance ici, elle est complètement changée. Et ils vont décroître moins vite. Donc ce qui fait que c'est vraiment pour cette raison, en fait, pour les particularités de l'état stationnaire, que les problèmes énergie critique ont été considérés pour l'équation des ondes, plutôt que pour vraiment cet aspect énergie critique ou énergie supercritique. En surcritique, tu peux faire que de la stabilité, tu pourras pas faire. Alors en fait, tu peux espérer faire des résultats de décomposition en soliton. Et par exemple, il faut des bornes a priori. Voilà, il faut des bornes a priori. Mais le problème, c'est que les bornes a priori, elles n'ont pas encore réussi à être utilisées de manière vraiment qui produisent un résultat non trivial, parce que par exemple, il y a un résultat de Dukers-Koenig-Merle qui dit que si on est borné dans l'espace Sobolev critique, et ben dans ce cas-là, il y a scattering. Parce qu'en fait, il n'y a pas de solitons qui sont dedans. C'est des espaces qui ne voient plus les états stationnaires. Donc du coup, ça affaiblit vraiment les résultats de bosser dans le cercle critique. Ok. Et donc le résultat qu'on a obtenu, c'est le suivant. C'est que donc en dimension 6, si on prend, donc là je vais vous donner le résultat dans le cas d'une solution qui serait globale en temps, donc qui est bien définie pour tous les temps positifs. Si jamais on prend une solution qui est restée bornée dans l'espace d'énergie, alors en temps grand, elle va se décomposer en une somme de solitons, donc de ces états stationnaires, qui vont être situés strictement à l'intérieur du cône d'onde, c'est ça que dit cette inégalité, cette série d'inégalités ici, et qui vont être découplés par l'invariance d'échelle. Donc, si jamais je fais un petit dessin, est-ce qu'il y a un truc pour Il y a écrire une là, juste à gauche. Et au passage, la double inégalité, ça veut dire quoi? Cette notation-là, ça veut dire que ça devient beaucoup plus petit que ça quand tu es vers l'infini. Donc, le ratio des deux tend vers 0 ou plus l'infini, selon comment on a formulé le ratio. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est que, en temps grand, on va être égal à un soliton qui va être, mettons, à une échelle lambda 1, ensuite un autre soliton à une échelle lambda 2 beaucoup plus petite, et on est à un reste qui est une solution typiquement linéaire. Et ce qu'on a dit par le résultat précédent, c'est que les solutions typiquement linéaires, elles allaient se concentrer au bord du cône d'onde. Donc en fait, la partie non linéaire, elle va vraiment être à l'intérieur du cône d'onde, et la partie linéaire, elle va être complètement découpée, elle va être plutôt en train de se balader par là. Okay. Donc là, ce que je suis en train de dessiner, c'est, mettons, lambda, alors avec mes notations, là c'est un lambda 2 ici, et là c'est... Ah non, ça... Ok, là c'est un... Ok. Je le mentionne juste à l'oral, mais si jamais on a une solution qui est explosée en temps fini, et qui satisfait la même borne, en fait il y a une décomposition qui est analogue, en état stationnaire, cette fois-ci à l'intérieur du cône d'onde rentrant. Et comme je vous l'avais mentionné, il y a un lien... quand même bien faire un petit peu avec les équations intégrales, c'est de voir en quel sens elles sont pareilles ou pas. Et ici,
un autre résultat, c'est qu'il n'existe pas de multisoliton pur. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais, alors pour lire cette slide, il faut peut-être plutôt regarder le dessin que j'ai fait ici. C'est si on suppose que cette partie-là, qui est la petite vague qui se balade au bord du cône d'onde, qui est la partie linéaire de la solution, si on suppose que cette partie-là c'est 0, et bien forcément la solution c'est ou bien un état stationnaire, enfin non trivial, ou bien c'est 0. En fait, si on partait d'une donnée initiale qui était autre chose, forcément la partie de la solution qui est là, elle est non triviale. Enfin, il y a un petit peu d'énergie qui s'en va. Donc, du coup, ça, c'est en lien avec ce que je mentionnais, par exemple, des équations type KdV. C'est-à-dire que si jamais on était deux états stationnaires en moins l'infini qui étaient en train d'interagir, on ne peut pas être à nouveau juste seulement deux états stationnaires en plus l'infini. Il y a une sorte de non-inélasticité des collisions. Ok. Alors, quels sont les résultats liés à ce théorème? Bah déjà, on peut se demander, est-ce que les solutions que je suis en train de décrire, c'est un ensemble vide ou est-ce qu'elles existent bel et bien? Et malheureusement, on n'a pas encore réussi à les construire toutes. Donc, il y a des exemples de solutions qui sont connues depuis assez longtemps maintenant par Ginebrev et Hello. C'est les solutions qui vont rien avoir dans le cône d'onde. Okay, la solution, elle va juste être une onde linéaire asymptotiquement en plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle le scattering. Et donc, il existe des solutions qui font ça. Typiquement, c'est des solutions qui vont être très petites. Ensuite, comme on a un état stationnaire, on peut se demander quelles vont être les solutions qui vont être attirées par l'état stationnaire. Donc ça, c'est des travaux de Krieger, Nakanishi, Schlag. Il y a aussi des travaux d'explosion dans ces cas-là, où l'échelle peut se mettre à bouger. Et il y a Jacek Jędrzej qui a démontré que c'était possible aussi d'avoir des superpositions de solitons, en plus l'infini. On peut en avoir deux qui se superposent. Donc ça, c'est pour le cas spécifique de la dimension 6. Et en fait, pour d'autres dimensions, pour le problème énergie critique, il y a de tels exemples, en gros, ont pu être construits, qui sont peut-être un petit peu différents. Ok. Donc du coup, le théorème que je suis en train de décrire, il dit qu'une solution bornée, elle est censée ressembler à ça, mais on n'a pas encore réussi à vraiment construire tous les exemples possibles. C'est encore des problèmes ouverts. Et pour ce qui concerne la preuve d'un tel résultat, en fait, le premier résultat, il est dû à Ducard, parce que vous avez démontré ce résultat en dimension 3. Et ensuite, ils ont réussi à l'étendre des années plus tard pour le cas des dimensions impaires. Et ensuite, avec Martel, ils ont réussi à le démontrer pour le cas de la dimension 4. Et nous, on a réussi à le démontrer pour le cas de la dimension 6. Et ensuite, il y a Jędrzej et Lori qui ont réussi à le démontrer avec une méthode un peu différente pour les dimensions plus grandes que 4. Et une des difficultés, en fait, c'était vraiment le fait de traiter des dimensions paires. En fait, la dimension 6, c'est vrai que dans mon titre, on peut se demander qu'est-ce qui est vraiment spécifique à essayer de démontrer ce résultat en dimension 6. Et en fait, c'était la dimension la plus petite, quelque part, où il y allait avoir des problèmes pour les approches qui avaient été faites ici. Et mais ça, je vais en parler un petit peu plus là. Donc, il y a des équations d'onde qui sont un petit peu similaires, qu'on appelle les équations de wave maps, avec des résultats qui ont été obtenus par, là, je mentionne beaucoup d'auteurs, et avec notamment, encore par Jędrzej et Lori, une décomposition en solitons qui a été obtenue récemment. Alors, maintenant, pour les 20 dernières minutes de l'exposé, je vais essayer d'expliquer un petit peu un aspect de la preuve, qui est en lien avec ce que j'avais mentionné ici, un petit peu ce comportement asymptotique et où est l'énergie de la solution. Je vais essayer de vous expliquer quels sont des principes et des résultats qu'on peut avoir sur cette répartition de l'énergie, vu qu'on suppose que la solution elle est bornée dans l'espace d'énergie. Où est-ce que peut être son énergie? Donc, une première question qu'on peut se poser, c'est de se demander quelles sont les solutions qui vont envoyer zéro énergie à l'infini. Donc, ils ne vont pas irradier d'énergie. Alors, ça, c'est la définition propre. Une solution, elle est non radiative si elle ne va rien envoyer au-delà d'un cône d'onde. Donc, je prends le même dessin ici, et en gros, si je suis non radiatif, pour ce qu'on appelle à l'extérieur d'onde qui débuterait en grand R, ça voudrait dire que initialement, j'ai peut-être de l'énergie ici,
mais que toute cette énergie, elle va rentrer à l'intérieur du cône d'onde, et asymptotiquement en temps, il va me rester 0 énergie ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, du coup, il y a une dichotomie. Soit je suis une telle solution qui envoie 0 énergie à l'infini, soit alors c'est que j'ai envoyé un petit paquet d'énergie. Pour les solutions de l'équation linéaire des ondes, en fait, elles sont classifiées, ces solutions-là. Donc, il y a un résultat qui est dû à des travaux de ces auteurs ici, Koenig, Lory, Schlag, ça c'était au milieu des années 2010, et ensuite qui a été renforcé récemment. C'est qu'en fait, dès qu'on a une solution qui est non radiative, donc une solution qui aurait ce tel comportement, c'est-à-dire elle a peut-être de l'énergie initialement au-delà de grand R, mais cette énergie va vraiment rentrer strictement à l'intérieur du cône. Elle ne va pas être observée à l'infini ici. Et bien dans ce cas-là, en fait, il n'y en a pas 36, des solutions comme ça, c'est une famille avec un nombre fini de paramètres. Et ces solutions, on peut les écrire explicitement, en fait, elles sont sous la forme 1 sur R à une puissance qui va bien, et ensuite on a un certain polynôme de R divisé par T. Donc, évidemment, il y a un petit peu de nombre à introduire. Ici, il y a un nombre M0. Ces solutions, elles décroissent de moins en moins bien. Et quand on atteint le nombre M0 plus 1, en fait, on n'est plus dans l'espace d'énergie. Donc, même si ça reste des solutions de l'équation des ondes, celles qui nous intéressent, c'est celles qui sont d'énergie finie. Et donc, il faut que j'arrête mon expansion à un certain endroit. Donc, il y a un sous-espace de dimension finie de solutions qui vont rien envoyer à l'intérieur de ce cône d'onde. Ok, donc ça, c'est classifié. Et en fait, on peut se poser la question maintenant pour le problème non linéaire. Donc si jamais j'ai une solution d'une équation non linéaire, et qu'elle n'envoie rien... Ce sont des notions de non-radiation, c'est à la fois pour les T positifs et les T négatifs. Ouais. Oui, c'est vrai que nous, on va l'utiliser dans les deux sens. Et donc, pour le problème non linéaire, en fait, on a démontré avec toujours les mêmes co-auteurs, Ducard, Koenig et Merl, on a démontré que en fait, ces solutions-là, elles pouvaient être perturbées pour construire des solutions non radiatives. Donc, il va exister une famille de solutions avec le même nombre de paramètres qui, asymptotiquement en espace, ressemblent aux solutions non radiatives de l'équation linéaire des ondes, qui va être non radiative. Comme ça, on peut les construire. Et en fait, on peut même les classifier, parce que si on part d'une autre solution qui serait non radiative, pour le problème non linéaire, donc qui enverrait 0 énergie au-delà du cône, et ben en fait, forcément, c'est une de ces solutions-là. Donc en fait, une solution de l'équation des ondes, ou bien elle va envoyer un petit, même pour le cas non linéaire, ou bien elle va envoyer un petit paquet d'énergie à l'infini, ou bien elle ne va pas en envoyer, et dans ce cas-là, forcément, elle appartient à un ensemble de dimensions finies, avec un nombre fini de paramètres ici. Donc c'est vrai que quand on mentionne le théorème comme ça, on a un petit peu de mal à voir où est vraiment la difficulté, donc je vais juste le mentionner à l'oral. Ce qui fait que ce genre de théorème est un petit peu délicat, c'est que, bon, évidemment, la partie construction, elle est beaucoup plus facile que la partie classification. Si on part d'une solution et on sait juste qu'elle est non radiative, pourquoi est-ce qu'elle devrait être sous cette forme-là? En fait, je vais bientôt mentionner des estimations qu'on appelle des canaux d'énergie, et ces estimations, elles sont fausses dans les dimensions paires. Et en fait, il y a vraiment un ennemi qui est une sorte de résonance, donc ça peut parler à des gens qui font de l'analyse sur d'autres problèmes d'évolution. Quand on a des résonances, ça peut vraiment créer des problèmes d'analyse. Donc là, il y a une solution qui est une solution de l'équation linéaire des ondes, mais qui n'est pas dans l'espace d'énergie. Et c'est elle qui est responsable de vraiment tous les problèmes pour ce truc-là. Et en fait, peut-être qu'au niveau non linéaire, elle aurait pu créer une nouvelle solution qui aurait été d'énergie finie. Et il y a un petit miracle qui se passe quand on essaie de calculer des expansions pour cette solution. Il y a plein d'annulations dues à des annulations sur les polynômes de Chebyshev. Donc ça, c'est une partie de la preuve, c'est de bien contrôler le fait que la résonance n'est pas excitée. Et ouais. Donc là, la phrase, c'est pour ça que c'est plus dur en dimension paire? Ouais, c'est pour ça que c'est plus dur en dimension paire, exactement. Si, avec le principe de Huygens, c'est lié au fait que Oui. Ouais. Oui, les dimensions paires, les dimensions impaires, c'est vraiment un de ça.
Ta définition précise de non radiatif, c'est quoi? C'est pour toute air, à limite en amont de moins air, en latéraux de l'énergie? C'est pas pour tout air. C'est vrai que des fois, ça dépend comment. Là, tel que moi je l'ai défini, c'est non radiatif au-delà d'un certain grand air. Donc je me fixe un grand air et je dis que je suis non radiatif à l'extérieur de ce cône si la limite de la norme d'énergie, mais restreinte à l'extérieur du cône, va être 0. Pardon, tu dis? Si tu changeais R, Si je change. disons dans la preuve, tu vas se donner un R après le R. Ouais. Tu vas fixer R à maintenant. Tel que tu le dis, on a l'impression que ça dépend de Tel que je le dis, ça dépend de grand air. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la solution pourrait très bien émettre une petite radiation juste ici. Donc quelque part, nous, ce qu'on a envie de détecter, c'est au moins, si jamais il y a un grand air où elle va rien émettre, là, elle est forcément égale à à cette famille-là. Mais comme il y a vitesse finie de propagation, tu pourrais être égal la donnée initiale à celle d'une donnée non radiative, et puis éventuellement reconnecter à autre chose ici. Je ne sais pas si c'était ça. C'est plutôt, puisque tu es en R donné, est-ce que tu prends R assez grand? Je ne suis pas sûr. Tu as l'impression de fixer si c'était pour tout R, on a tout fixé un certain R. Si je te donne une donnée initiale, qu'est-ce que tu as envie de prendre pour ton R? Du coup, imagine que pour tous les R, elle est radiative. Ça veut dire que je peux me placer très très loin, et que même si je me place très très loin, elle va envoyer un petit peu d'énergie. C'est ça que ça veut dire. Et donc, au moins... Ah d'accord. Le radiatif, c'est qu'il existe un R. Oui, le non radiatif, c'est il existe un grand R tel que. Et alors, bon, c'est vrai que du coup, ce qui va être important, nous, dans la preuve, c'est qu'à la fin, on va pouvoir estimer ce grand R. Dire, ok, tel grand R, enfin vis-à-vis des échelles des solutions qu'on va avoir, à tel endroit, telle expansion va être valide. Ouais. Donc effectivement, après, il faut replacer le grand R à un certain moment. Donc ça, c'est un problème qualitatif. Là, ce que je vous ai dit, c'est que j'ai essayé de distinguer les solutions en deux parties. Soit les solutions, elles envoient de l'énergie au-delà de mes cônes extérieurs, soit alors elles n'en envoient pas, et dans ce cas-là, elles appartiennent à une famille avec un nombre fini de paramètres. Donc ça, c'est un résultat un petit peu qualitatif. Soit elles sont d'une certaine forme, soit elles ne sont pas de cette forme-là. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un résultat qui ne soit pas juste qualitatif, mais qui soit quantitatif. Donc quand une solution, elle va vraiment envoyer de l'énergie à l'infini, est-ce qu'on peut quantifier ça à partir de la donnée initiale? Et du coup, il y avait des estimations qui, là encore, c'est pour ça que les problèmes en dimension impaire étaient plus faciles, des estimations qui étaient vraies en dimension impaire, c'est que l'énergie de la donnée initiale, elle est équivalente, quand je mets ce signe-là approximatif, ça veut dire qu'il existe une constante grand C telle que ça, c'est plus petit que grand C fois ça, et telle que 1 sur grand C, ça est plus petit que ça. Okay, donc ça veut dire que c'est vraiment des quantités qui sont équivalentes, et avec une... Et ce que ça signifie, c'est que lorsque je vous avais fait le dessin, je vous ai dit par vitesse finie de propagation, l'énergie que j'avais au-delà de grand R ici, elle était forcément plus grande que l'énergie qui allait rester à l'extérieur de mon cône asymptotiquement quand t tend vers plus l'infini. Et en fait, ça c'est l'inégalité, mais dans l'autre sens. Ça dit que l'énergie que je vois en plus l'infini, elle va contrôler l'énergie de la donnée initiale ici. Donc ce genre d'estimation quantitative, ça dit que vraiment, si je suis pas les solutions que je vous ai présentées, qui étaient non radiatives, dans le sens où si je suis orthogonal à elles vis-à-vis, voilà, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais il faut juste définir l'orthogonalité pour R plus grand que grand R. Dès que je ne suis pas ces solutions non radiatives, je vais forcément envoyer une quantité d'énergie en plus l'infini qui est proportionnelle à l'énergie de ma donnée initiale. Donc ça, c'est des estimations qui sont très très pratiques, parce qu'en fait, elles permettent d'estimer à l'instant 0 la solution en fonction de ce qu'elle a envoyé comme énergie quand t tend vers plus infini. Et ça, c'était vrai en dimension impaire, et malheureusement, en dimension paire, en fait, c'est faux. Et c'est ça qui fait que la preuve, elle est beaucoup plus délicate. Donc ici, je vous ai fait le cas spécifique de la dimension 6, par exemple. En dimension 6, en fait, il y a une des deux quantités, vu que l'équation d'onde, ça peut être vu comme un système, soit j'ai U0, soit j'ai dt U0 dans ma donnée initiale. Il y a une des deux quantités que je peux contrôler par ce qu'elle va irradier au-delà
à l'extérieur du cône d'onde. Par contre, il y a l'autre pour laquelle c'est faux. Il y a des contre-exemples. Donc cette estimation-là, elle va pas être vraie. Et donc ça, c'était un problème pour l'année. C'est faux. Quelques données initiales. Ça veut dire que, enfin, cette inégalité-là, elle dit il existerait un C tel que pour toute donnée initiale, ça est plus petit que ça. Donc quand je dis que c'est faux, c'est-à-dire pour n'importe quel C, je peux trouver une donnée initiale qui ne fait pas ça. Et en fait, c'est même faux dans un sens un petit peu plus grand, c'est que je pourrais montrer que même si la donnée initiale, elle appartient presque à l'ensemble de données initiales, mais sur lesquelles j'aurais enlevé quelques solutions bien choisies, donc si j'appartenais à un ensemble avec de codimensions finies, et ben là encore ce serait faux. En fait. Donc vraiment, il n'y a pas moyen de bien la rétablir, cette inégalité. Et en fait, je pense qu'une des nouveautés de notre travail pour établir la résolution en soliton, c'était de montrer une estimation un petit peu affaiblie. Donc il y avait ces estimations qui étaient connues juste dans l'espace d'énergie. Donc en fait, nous, on a démontré une nouvelle estimation qui affaiblit la précédente. Et donc, en quel sens est-ce qu'elle affaiblit la précédente? Là, je vais rappeler juste ce qu'avait démontré Descartes, Koenig et Merle pour l'équation linéarisée, mais pour des dimensions impaires. En fait, pour l'équation linéarisée, j'ai un potentiel qui apparaît dans mon équation d'onde, et je vais avoir des solutions non radiatives qui vont changer. Les solutions non radiatives, dans ce cas-là, c'est celles qui sont dans le noyau de mon opérateur linéarisé. Comme j'ai une équation qui est invariante par changement d'échelle, c'est le générateur du groupe d'échelle qui va me donner les éléments dans le noyau. Et ces fonctions-là, elles sont stationnaires, et on peut vérifier qu'elles sont non radiatives dans le sens où j'ai là pour tous les grands termes. Et en fait, si jamais je suis orthogonal aux éléments du noyau, bah dans ce cas-là, je vais avoir cette estimation qui va être vraie. C'est-à-dire que ce que je vais irradier au-delà du cône d'onde, ça va contrôler l'énergie de ma donnée initiale. Donc, ça, c'était vrai, mais pour les dimensions impaires. En fait, ce qu'on a démontré dans les dimensions paires, donc, notamment en dimension 6, c'est qu'il y a une inégalité qui est toujours vraie, mais il faut affaiblir la norme h.1 avec une distance logarithmique vis-à-vis de l'échelle 1. Donc ça, c'est un facteur qui va tendre vers... Alors là, il faudra un Japanese bracket. Parce que bon, c'est un fait... non, c'est bon. Ça, c'est un facteur qui va tendre vers plus l'infini quand grand R va tendre vers 0, qui va tendre vers plus l'infini quand grand R va tendre vers plus l'infini. Et ce qu'on a démontré, c'est que si jamais on est orthogonal au 0 de l'opérateur linéarisé, donc aux solutions pour cette nouvelle équation qui est l'équation linéarisée, qui sont non radiatives, ben dans ce cas-là, ce qu'on observe comme énergie à l'infini, ça permet toujours de contrôler la donnée initiale. Mais il y a une petite perte. En fait, on n'arrive pas à établir ça vraiment dans l'espace d'énergie. Ce qu'on arrive à établir, c'est que, en gros, c'est vrai avec un log de perte de la distance par rapport à grand. Et malgré cette perte, c'était suffisant pour nous pour démontrer la conjecture de résolution en soliton. Donc là, j'ai montré ça en dimension 6, mais en fait, ça peut s'étendre aux dimensions paires plus grandes, cet argument-là. Et la perte logarithmique, ce que je conjecture, c'est que peut-être log à la puissance 1,5, ce serait la perte optimale, mais pas forcément de démonstration de ça. Ok, donc là, je vais arriver au terme de mon exposé. Si jamais je résume, j'espère vous avoir présenté ce qu'on appelait la conjecture de résolution en soliton. Pour certaines équations, les solutions devaient se simplifier, une somme de solutions autosimilaires et d'un reste un petit peu plus petit. Et si ça, c'était bien connu pour des équations intégrales, pour les équations non intégrables, il y a encore très peu de travaux dans cette direction, et là où ça a été bien compris, c'est sur ces équations d'onde. Et une des idées clés de l'approche qui avait été débutée par Descartes, Koenig et Merle, c'était de comprendre où se situait l'énergie de la solution. Et comprendre ça, c'est vraiment relié à comprendre ces problèmes de répartition asymptotique de l'énergie entre ce qu'on pourrait avoir à un instant donné et ce qu'on émettrait quand t tend vers plus l'infini. Donc c'est vrai que je vous ai présenté des résultats qui paraissaient
peut-être être un dictionnaire entre les équations linéaires des ondes, ensuite les équations linéarisées, puis ensuite les équations non linéaires. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est que pour toutes ces équations-là, maintenant, on arrive à bien comprendre quand est-ce qu'elles vont émettre une radiation qui sont finies et quand est-ce qu'elles vont pas émettre de radiation. Et évidemment, je vous ai pas expliqué comment démontrer le résultat principal, mais ce concept de radiation, il est vraiment crucial, parce que là, je le dis juste mais rapidement avec les mains. En gros, l'idée de la preuve, c'est de partir par contradiction, et si jamais la solution n'allait pas se décomposer en solitons quand t tend vers plus l'infini, ben, en fait, il y aurait des solutions non radiatives très spécifiques qui apparaîtraient. Et sauf que ces solutions non radiatives très spécifiques, je vous ai démontré qu'on les avait classifiées, elles appartiennent à un ensemble de dimensions finies, donc en fait ça permet vraiment de réduire la dimension et d'avoir beaucoup plus de jeux et d'estimation pour ces solutions très spécifiques. Donc je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Des questions, je pense, par les questions dans la salle. Attends, juste avant que tu la poses, Charles, est-ce que tu pourras répéter les questions pour que les gens à distance les entendent? Ok, donc Jérémy me pose la question de savoir si, lorsque je construis des solutions non radiatives, mais seulement après un certain grand R, est-ce que j'ai besoin de savoir si je peux toujours les prolonger pour des grands R plus petits en des solutions non radiatives et si cette reconnexion elle va être régulière ou pas régulière. Alors ce qu'on démontre avec mes collaborateurs, c'est que il existe une extension unique qui serait non radiative. Donc une fois qu'on a une solution non radiative là, il y a une unique manière de l'étendre en une solution non radiative jusqu'à un certain grand R, et on démontre qu'il y a une dichotomie. Ou bien ce grand R il va être au-delà de l'origine, et dans ce cas-là, c'est un rayon pour lequel on va exploser à l'extérieur de ce cône-là. Donc on démontre qu'il y a, c'est la norme de Strickart de la solution, qui va être infinie à l'extérieur de ce cône. Ou bien elle va pouvoir être reconnectée à zéro, et dans ce cas-là, on n'en dit pas plus. Donc évidemment, on n'a pas classifié complètement ces solutions-là. Donc en particulier, on n'arrive pas vraiment à savoir si elles existent ou pas. Donc ce que nous, on classifie en revanche, c'est que si jamais on avait une solution qui était non radiative vraiment de partout, donc elle est non radiative pour tous les grands R, et puis avec des translations en temps, dans ce cas-là, la seule qui fait ça, c'est un état stationnaire. Donc voilà. Alors, la seule qui se reconnecte vraiment bien et qui serait non radiative partout, c'est un état stationnaire. Maintenant, de savoir si jamais il y a des solutions qui seraient non radiatives à certains endroits et qui, dans la reconnexion, seraient singulaires, on ne sait pas. Et du coup, c'est important que le résultat est complètement classifié. Un deuxième résultat, les seuls qui sont non radiatifs partout, c'est ton seul ennemi. La chance de voir, c'est ton seul ennemi. Ouais, exactement. Et le résultat précédent, donc, qui peut être vu comme une classification à l'infini des solutions non radiatives, c'est la brique de base pour essayer de démontrer ce second résultat. Il y a d'autres questions? Faire cette résolution soliton en dehors de la symétrie radiale, c'est raisonnable? Pour l'instant, ça a Par été. exemple, on pourrait imaginer un argument proche des solutions radiales, est-ce que ça a un sens? Alors, donc, ce qui a été démontré rigoureusement par Raotia, avec Vickers, Kneimer, c'est que ça va être vrai le nom d'une sous-séquence de temps. Donc, enfin, d'une séquence de temps. Donc, il existe Tn tendant vers plus l'infini, tel que ce truc-là va être vrai. Déjà des conséquences des trucs qui étaient elliptiques, alors à 80 et tout le Schrödinger, etc. C'est pas un temps où la dérivée seconde est petite en norme 2. On classifiait à l'époque, on savait classifier les suites de Weissman pour l'énergie elliptique correspondante. Maintenant, ça paraît loin de dynamique. Alors, est-ce que c'est une conséquence directe? Non, mais par contre, oui, est-ce qu'en philosophie, c'est un petit peu proche? Et donc ensuite, pour démontrer la résolution continue en temps, je pense que oui, ici, maintenant, ça donne des idées pour le faire, mais c'est un problème qui reste complètement ouvert. Et en fait, bon, le truc principal, c'est que ici, les solitons, ils sont tous centrés au même endroit, et si on a une solution qui est non radiale, on pourrait imaginer vraiment que les solitons ils se mettent à bouger avec la transformation de Lorentz, et qu'ils se mettent à interagir, mais d'une manière complètement différente. Et en fait, un autre aspect clé
pour la preuve de notre résultat, c'est de comprendre comment ils interagissent et leurs équations de modulation pour savoir comment évoluent les paramètres d'échelle. Donc là, maintenant, il y a beaucoup plus de paramètres et est-ce que le même genre d'argument un petit peu ODE pourrait marcher? Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants en ligne? Non? Eh ben, merci encore, Charles.